Bonjour à toutes et à tous. Ce mercredi 13 janvier, Julia recevra en seconde partie d'émission Benoît Kiefer, le maire de Bitche, qui viendra présenter ses vœux pour la commune. Nous parlerons également de l'impact de l'hiver sur nos amis les bêtes, du début des soldes à Sarreguemines et la colère des restaurateurs de Metz qui ne comprennent pas que leurs établissements restent fermés. Le résumé des titres. À l'ordre du jour du premier conseil municipal de l'année pour Bitche, la candidature au projet Microfolie Grand Est et l'appel à manifestation d'intérêt Fabrique de territoire pour 2021-2023. 3 espaces seront loués pour la mise en œuvre du projet, un local pour une galerie d'art, un autre pour l'espace de travail partagé et le dernier devant servir de point de vente à des producteurs et artisans locaux. Les restaurateurs messins ont écrit au préfet de la Moselle. Ils souhaitent organiser un test grandeur nature à Metz afin d'évaluer les risques réels de contamination dans leurs établissements. L'idée est de rouvrir 5 restaurants de tailles différentes durant 15 jours en soumettant les clients à une phase de test avant d'entrer. Le top départ est donné aujourd'hui pour les soldes d'hiver. Reportés de 2 semaines, les promos commencent exceptionnellement à la même date partout en France. Une période habituellement très attendue par les commerçants, mais redoutée cette année après plusieurs mois de chute des ventes. Les restrictions mises en place pour lutter contre le coronavirus en Allemagne sont prolongées jusqu'au 14 février. Tobias Hans, le ministre-président de la Sarre, a également annoncé d'autres dispositions, telles que l'interdiction du port des masques en tissu dans les transports publics et dans les magasins. Le court-métrage Comme des grands d'Anya Gauer et de Julien Gauthier, qui a été tourné en Moselle-Est en août 2019, enchaîne les succès dans les festivals internationaux. Meilleur premier court-métrage à Cannes et à Los Angeles, meilleure réalisatrice pour la première fois à Montréal, ainsi que des récompenses pour les acteurs, le montage son ou la photographie. Un point sur les chiffres de la situation épidémiologique publiée par le centre hospitalier de Sarreguemines. Au 19 janvier, 5 tests sur 474 sont positifs. 20 patients sont hospitalisés pour cause de Covid, dont 4 en réanimation. Et 517 vaccins ont déjà été administrés depuis le 13 janvier. Ces derniers jours, le thermomètre était dans le négatif. La neige s'est faite une place dans nos paysages et surtout au pays de Bitche. On retrouve Morane. Salut Morane, où es-tu? Que fais-tu? Salut Margot, bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui j'avais envie de vous emmener à la campagne. Et en me baladant, je me suis posé une question. Comment font les animaux en hiver? Est-ce qu'ils ont froid? Comment leur corps supporte ces températures négatives? Eh bien, pour en savoir un peu plus, je suis allée à la ferme Lang, ici à Ormersvillers, où j'ai rencontré Anthony, un agriculteur. Vous verrez ça, tout ça dans notre reportage un peu plus tard. Et Margot, je vous réserve aussi quelques surprises. Il faisait 4 degrés ce matin. Mais ne vous méprenez pas, les vaches n'ont pas froid. Elles sont même plus résistantes en hiver qu'en été. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que leur pelage est un très bon isolant. Des bovins élevés en plein air se fortifient au fil des saisons. Le poil d'hiver les protège du grand froid et entre 0 et 15 degrés, c'est là que les bovins se sentent le mieux. De plus, c'est leur estomac qui fait office de centrale thermique. Lors des beaux jours, les vaches s'engraissent et à l'arrivée de l'hiver, elles peuvent réguler la température de leur corps. Anthony Lang, agriculteur à la ferme Lang de Ormersvillers, possède 45 blondes d'Aquitaine et en hiver, c'est bien le seul à avoir froid. Mais pour se réchauffer, le travail l'attend. En hiver, on a tout ce qui est affouragement des animaux, quoi. On a le paillage, il faut les nettoyer, il faut être derrière, bien les soigner, vérifier qu'ils ont toujours à manger et à boire. Quand elles sont au pré en été, on a juste à aller voir le matin ou dans la journée si tout se passe bien, s'ils ont de l'eau, s'il n'y a pas de problème. Donc ce qui nous prend pour une demi-heure, 1 heure. Alors que là, quand elles sont à l'intérieur, c'est quand même, il faut nourrir, il faut faire les rations, il faut racler, il faut pailler. Ce qui nous prend un peu plus de temps qu'en été, quoi. En plus des bovins, Anthony élève aussi des cochons. Ils sont plus sensibles au froid, alors il ajoute de la paille qui fera office de couverture. En réalité, ce ne sont pas les températures négatives le problème. C'est surtout le taux d'humidité et la force du vent qui peuvent être dérangeants. Malgré tout, les vaches adorent l'hiver. C'est d'ailleurs une saison formidable puisqu'ici à la ferme Lang, le vélage est en cours et des petits nouveaux ont pointé le bout de leurs naseaux.
Alors oui, on l'a vu, les bovins adorent la neige, adorent le froid, mais qu'en est-il des agriculteurs? Anthony, agriculteur à la ferme Langue d'Ormersvillers, est au micro de Morane Grandcola. Anthony, comment ça se passe la vie à la ferme en hiver? Donc en hiver, c'est un peu plus tranquille. Parce que voilà, on a plus ou moins juste les animaux à s'occuper, on n'a pas tout ce qui est travaux des champs comme en été ou au printemps. Du coup voilà, c'est le soin des animaux, matin, soir et puis des papiers quoi. Et en plus des bovins et des cochons, vous cultivez des légumes. Est-ce que là aussi le froid ça peut être un problème? Donc oui, on cultive, on a une partie maraîchère. Du coup le froid complique pour tout ce qui récolte des poireaux. Quand le sol est gelé, on n'arrive pas à les sortir. Les choux de Bruxelles, ils cassent. Et puis quand il y a trop de neige, le kale, on a souvent du mal à le retrouver, quoi. Du coup, c'est un peu plus compliqué. Et vous faites les marchés aussi. Est-ce que là encore, la neige, ça peut être un obstacle? Donc la neige, oui, ça peut être un obstacle si les routes ne sont pas dégagées déjà pour arriver sur le marché. Ou pour les clients de se rendre sur la place du marché quoi, avec les mauvaises conditions climatiques. Quoi. Très bien. Merci beaucoup Anthony et Margot. Moi je retourne voir les veaux. Amuse-toi bien Morane. Le début des soldes d'hiver a sonné après plusieurs mois difficiles pour les commerçants et malgré une période de Noël plutôt réussie. Cette période de soldes aura une saveur particulière tant pour les commerçants que pour la clientèle. Léo Florence et Yann Greff-Schaeffer sont allés prendre la température ce matin. Il n'y avait pas foule ce matin à l'occasion du lancement des soldes d'hiver. Cette année, cette date a été repoussée de 2 semaines en pleine période de couvre-feu. Dans les rues de Sarreguemines, les avis semblaient mitigés quant à la pertinence d'une telle opération cette année. Les gens n'ont pas forcément fait d'achat pendant le confinement. Et puis avec le couvre-feu, je pense que c'est un peu problématique. Pour faire marcher les commerçants, mais après, comme dit, ça va aussi d'après le budget de chacun. Je pense que cette année, c'est plus pour que eux, et les magasins et tout, ils ont assez. Les commerçants ont dû mettre en place des ajustements spécialement pour ces soldes atypiques. On s'est adapté à la situation, ne serait-ce que par les horaires. Comme nous avons ce couvre-feu à 18h, nous fermons notre boutique à 17h30, mais par contre, nous sommes ouverts en non-stop toute la journée de 9h30 à 17h30, ce qui permet, on est ouvert entre midi, ce qui permet d'avoir un créneau horaire un petit peu plus élargi pour compenser la fermeture plus tôt le soir. En plus d'adaptation des heures d'ouverture, la boutique a décidé ici d'apporter d'importantes démarques dès la première semaine, 50% de rabais là où les autres années il n'y en a que 30. Une manière d'espérer une clôture de la période hivernale couronnée de succès selon cet autre commerçant. Notre intérêt, c'est de vendre le maximum de produits et au meilleur prix, si vous voulez, globalement. Les soldes, on perd souvent de l'argent dessus, mais quelque part, ça nous permet de rentrer la trésorerie et de libérer nos stocks. Donc à nous de trouver le bon mixte, si vous voulez, entre avoir suffisamment de produits en saison pour pouvoir couvrir nos besoins sur l'ensemble de la saison et répondre aux besoins, aux attentes des consommateurs, et après, finir un peu la saison avec des petits soldes. Alors, une opération réussie? Réponse le 16 février prochain, dernier jour des soldes. Le gouvernement a de nouveau reporté la réouverture des cafés, bars et restaurants. Mais pour les professionnels du secteur, rien ne prouve que leurs établissements soient des nids à Covid et ils veulent le démontrer. L'Union des métiers, des industries et de l'hôtellerie de Moselle souhaite organiser un test grandeur nature à Metz pour évaluer les risques réels de contamination dans leur salle de restaurant. Comme tous les établissements messins, le restaurant de l'hôtel Mercure est à l'arrêt depuis octobre. Et pourtant, la partie hôtelière reçoit des clients. Une aberration pour le vice-président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Moselle. Un non-sens qui l'a amené à alerter le préfet de la Moselle à travers un courrier daté du 13 janvier, dans lequel il lui demande d'organiser un test grandeur nature dans l'agglomération messine qui pourrait prouver que les restaurants ne sont pas plus vecteurs de contamination du virus que d'autres secteurs de l'économie en activité. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, on n'a pas d'études réelles. On travaille sur un principe de précaution et on a décidé de fermer alors que sont ouverts les cantines d'entreprise, alors que sont ouverts les restaurants pour les routiers et à notre connaissance, aucun ont été fermés pour des questions ni de cluster ni de contamination surabondante. Donc
Voilà, nous voulons savoir si oui ou non dans nos restaurants et on estime qu'un pays comme la France doit être capable de pouvoir faire sa propre étude. Un test unique en France dont le protocole pourrait se rapprocher de celui organisé en Espagne lors d'un concert rassemblant 460 personnes. Aucune contamination n'y a été décelée. Dans ce cas précis, l'idée est de réouvrir 5 restaurants messins de tailles différentes pendant 15 jours, les clients se soumettant à une phase de test avant d'entrer dans les établissements. Une réelle évaluation qui permettrait aux restaurateurs d'avoir une visibilité sur la reprise de leur secteur d'activité, en souffrance depuis de nombreux mois. C'est le drame absolu. Aujourd'hui, on a un principe qui est basé sur le on ne doit pas mourir. Nous, on a plus envie de travailler sur on veut vivre. En conférence de presse ce matin, le préfet a précisé qu'il n'irait pas à l'encontre des mesures gouvernementales prises actuellement, mais qu'il évoquerait cette question avec l'Agence régionale de santé. Retour maintenant sur le conseil municipal de Bitche d'hier soir. La moitié de la séance était consacrée à la présentation d'un projet ambitieux que souhaite engager la municipalité pour redynamiser son centre-ville. Reportage de Catherine Henrich. La redynamisation du centre-ville au cœur des discussions de cette première séance de l'année du conseil municipal de Bitche. Il s'agissait de la présentation de la candidature de la ville au projet Microfolie Grand Est et l'appel à manifestation d'intérêt Fabrique de territoire pour 2021-2023. Comment fonctionne le dossier? Il faut apporter une vision politique de ce que nous voulons faire dans la région et dans la ville. Et en s'appuyant sur la création d'espaces partagés et d'une microfolie. Alors, c'est quoi la microfolie? C'est un ensemble qui a été conçu à la demande du ministère de la Culture par le Parc de la Villette, qui est l'opérateur, qui est associé à 12 établissements très importants. La microfolie, c'est surtout un espace culturel à composer en fonction des besoins du territoire. Elle est intégrée dans le programme Fabrique de territoire. Musée numérique, espace de travail partagé et Fab Lab sont les principaux éléments du projet. Donc une fois qu'on a le musée numérique, le Fab Lab, on peut aussi créer d'autres activités. On peut être activités de culture générale, des conférences. On peut utiliser ces matériels pour faire des exposés et aussi pour faire connaître la qualité de notre environnement ou de notre patrimoine. 3 espaces des rues Tessier et Foch vont être loués pour la mise en œuvre du projet. Un local pour une galerie d'art, un autre pour l'espace de travail partagé avec salle de réunion et un dernier devant servir de point de vente pour des producteurs et artisans locaux. Donc c'est l'ancien magasin de Marianne Linger, les saveurs de chez nous. Nous avons pris l'engagement dans cette philosophie de ne pas changer la dénomination. Je pense que c'était important aussi pour la famille. Je salue la famille Linger d'avoir accepté de procéder à cette location. Le dossier de candidature pour le projet Microfolie Grand Est est à déposer avant le 7 février. Et la ville sollicitera également une aide de l'État de 36 700 € pour la mise en place des différents lieux d'activité dans le centre-ville. La concertation préalable du projet d'implantation d'une usine de panneaux photovoltaïques à Humbar se poursuit. Un atelier dédié à la question des risques et du suivi se tiendra ce samedi 23 janvier à 10 h au centre de communication Smart. Ce sera en présence d'Arnaud Maty, le directeur général des services de la Casque, Maxime Courty, le chef d'unité départementale de Moselle à la Dreal Grand Est et Bruno Kurtz, responsable d'études environnement chez Rexsolar. Si vous souhaitez y participer, il faut vous inscrire sur le site www.concertation.progerec.fr, rubrique La concertation préalable. On se retrouve dans un instant, on parlera du succès d'Ania Gawer, réalisatrice sarregueminoise de 29 ans qui cartonne à l'international. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, pour profiter des bords de Sarre, le plus connu c'est de venir se promener ici, sur le chemin de halage. Mais vous êtes-vous déjà baladé sur l'autre côté de la rive ?
À Saint-Rinsmin, aux abords du moulin, la rue est aménagée pour profiter d'un agréable moment en bord de Sarre. Vous pouvez faire une pause sur les bancs ou même une partie de ping-pong. Bon, c'est sûr que ce n'est pas le meilleur moment pour en profiter, mais pensez-y quand les beaux jours reviendront. Mais ce n'est pas un programme pour demain, le ciel sera encore très sombre avec de petites averses de pluie. Les températures remontent encore avec 2 à 3 degrés pour les minimales et 9 à 10 degrés pour les maximales. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Agnès et il fera jour de 8h15 à 17h10. Et si vous voulez que je vous montre d'autres endroits comme celui-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sur Facebook. En attendant, passez tous une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Vivement qu'on ne voit plus ce logo. Cette appli, personne n'a envie de la subir. Pas drôle, pas spectaculaire. Elle est pénible. Aidez-nous à nous en débarrasser. Comment ? Plus vous êtes nombreux à l'utiliser, plus elle est efficace contre le virus et plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé Tous Anti-Covid. C'est aussi le meilleur moyen de générer vos attestations de sortie. Ceci est un message du gouvernement. Entièrement tourné en Moselle en 2019, le film d'Anya Gawer et Julien Gauthier comme des grands enchaîne les succès et les récompenses dans les festivals internationaux. Une vraie reconnaissance pour la jeune réalisatrice sarregueminoise. Reportage. Meilleure premier court-métrage à Cannes et à Los Angeles, meilleure réalisatrice pour la première fois à Montréal, mais aussi des récompenses pour les acteurs, le montage son ou la photographie, comme des grands surfent sur une belle vague de succès. Autant que maman, je suis évidemment très fière, comme toutes les mamans peuvent être fières des réussites des enfants, mais je suis aussi son ancienne prof de théâtre. Et autant que prof de théâtre, j'ai une relation particulière avec cette réussite parce que finalement, ce que j'aime apprendre à mes élèves, c'est que le talent, ça veut dire les prédispositions, ne représentent qu'un minime pourcentage de réussite. Le reste, c'est la ténacité, c'est le travail, c'est l'espoir, c'est y croire et ne pas avoir peur. Ce moyen-métrage a été produit par l'association locale Plot Twist et a entièrement été tourné en Moselle-Est en août 2019. Il fait aujourd'hui le tour du monde des festivals et semble plaire aux différents jurys. D'autres sélections laissent augurer encore d'autres récompenses. Et justement, nous avons pu rencontrer Anya Gawer, la réalisatrice de ce film, comme des grands. La jeune femme revient sur le succès de ce moyen-métrage qui l'encourage à poursuivre son travail. Regardez. Alors vous venez de recevoir plusieurs prix, notamment au New York International Film Awards et au Indie Short Awards pour votre film réalisé en Moselle-Est, comme des grands. Qu'est-ce que ça fait d'être récompensé pour votre travail ? Ouais, je suis bien évidemment très heureuse que notre travail est récompensé. Donc, il ne s'agit pas que mon travail, c'est aussi le travail de mon casting, de toute mon équipe. À chaque fois, à chaque victoire, on s'appelle et c'est vraiment une victoire de groupe. Après, bien évidemment, on ne pensait pas qu'on allait avoir autant de prix. Le film aussi, on découvre qu'il marche très bien aux États-Unis. On a gagné pas mal de prix aux États-Unis et au Canada d'ailleurs. Et voilà, on découvre au fur et à mesure que le film plaît, qu'il plaît pas seulement en France mais aussi aux États-Unis. En Angleterre, on a gagné un prix aussi récemment. Donc forcément, c'est une grande fierté. C'est toujours de la surprise et c'est très encourageant pour la suite. Et ce n'est pas fini, justement, vous êtes nominé dans d'autres catégories pour d'autres festivals, lesquels ? On a envoyé le film à pas mal de festivals. Donc là, on attend encore un festival de films à Los Angeles, encore un. On en a déjà gagné un là-bas. On attend encore Tribeca, qui va être un gros festival de films indépendants aux États-Unis. C'est vraiment le deuxième plus prestigieux après Sundance, par exemple. On en attend à Berlin, à Venise, à Rome, et puis encore à Vancouver, au Canada. Alors ce sont des prix que vous partagez avec l'association Plot Twist qui a pour but de promouvoir le cinéma local en Moselle-Est. Qu'est-ce que ça représente pour les membres de l'équipe également ? Alors les membres de l'équipe, la moitié
ont été sur le tournage. J'avais aussi mon acolyte Guillaume Herbs qui m'avait suivi déjà sur Le Grand Saut, qui était second assistant. Voilà, il fait partie de l'association, c'est le secrétaire. J'ai également le trésorier, Florian Fogel, qui vient de Volminster, qui était machiniste. Donc voilà, on est une équipe, aussi bien dans l'association que sur nos tournages. Et on veut continuer à travailler ensemble, on veut apporter du cinéma dans la région. Et on espère qu'on va pouvoir donner un petit peu cet élan dans le coin. Justement, c'était ma dernière question. Quels sont vos futurs projets? Est-ce que vous allez poser à nouveau vos caméras en Moselle-Est? Alors c'est ce que je veux faire absolument. J'aimerais tourner au maximum mes projets ici parce que je commence à avoir une équipe vraiment en qui j'ai confiance, avec qui j'arrive à travailler, parce que c'est ça, il faut une belle harmonie sur un plateau. Donc il nous faut du temps pour trouver les bonnes personnes. Et là, je pense que c'est le cas. Je crois que j'ai trouvé pas mal d'acteurs ici au local qui m'aident, qui comprennent mes besoins, avec qui j'arrive à communiquer, avec qui on a une vision commune aussi du cinéma. Donc déjà pour cette raison, j'ai une équipe sur place. Deuxièmement, j'ai toujours un accueil formidable dans les communes, que ce soit Sarreguemines, Wölflin. On a tourné également à Volminster, à Hundelin. Les mairies m'accueillent toujours à bras ouverts et c'est toujours un plaisir de revenir ici. On sent aussi que le public, que les gens ici ont envie qu'on fasse des films. On avait quand même une 50aine de figurants qui sont venus pour une scène de fête, pour une nuit, et qui ont travaillé jusqu'à 6h du matin avec plaisir. Ils étaient disciplinés. Donc voilà, moi j'ai l'impression d'avoir quand même ma communauté ici qui me suit, aussi des gens avec qui j'arrive à travailler. Je trouve qu'on a une région qui est très intéressante, avec des très beaux paysages. Donc on veut continuer à tourner ici. Là en ce moment, je suis en écriture pour un court-métrage musical qui devrait durer entre 7 et 10 minutes. Donc ce sera quelque chose, parce que finalement j'ai fait un moyen-métrage avec Comme des grands. Donc ce qui me manque maintenant, ça va être peut-être un vrai court-métrage, mais faire quelque chose de plus artistique, peut-être, moins fiction, mais vraiment montrer un petit peu ma patte en tant que réalisatrice. Évidemment, on lui dit bravo pour tout son travail, on lui souhaite la réussite dans ses futurs projets. Retrouvez maintenant la Minute Info et tri sur le recyclage des emballages. Le numéro d'aujourd'hui est consacré au plastique. On m'a dit que les consignes de tri sur le plastique avaient changé, c'est vrai ? Jusqu'en 2011, les consignes de tri étaient identiques pour tous les Français. Nous déposions dans les bacs de tri les papiers, les emballages en verre, en carton, en métal. Et pour les emballages en plastique, uniquement les bouteilles et flacons. Depuis 2012, pour développer le recyclage des emballages, de nouvelles consignes de tri plus simples se déploient progressivement dans les territoires. Plus de 30 millions de Français sont déjà concernés. Ils peuvent mettre dans le bac de tri tous les emballages sans exception, y compris ceux en plastique, les films, les pots, les barquettes. En ouvrant la collecte sélective à ces emballages en plastique, on permet aux entreprises du recyclage de disposer de matières pour expérimenter les process et développer les technologies nécessaires à leur recyclage à grande échelle. Le changement est progressif car il nécessite de modifier la collecte dans les territoires et de moderniser les centres de tri. D'ici 2023, 100% des Français seront concernés par cette nouvelle consigne de tri. Si vous avez un doute sur les consignes dans votre commune, utilisez l'application Guide du tri de Citeo. C'est tout pour ce journal, je vous dis à très vite et je vous laisse retrouver Julia en compagnie de son invité, le maire de Bitche, Benoît Kieffer. Julia, je te laisse l'antenne. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bonjour à vous, Benoît Kieffer. Bonjour. Et bonne année. Bonne année à vous, meilleurs vœux. Merci beaucoup. Alors je vais vous laisser aussi évidemment l'opportunité de présenter vos vœux à nos téléspectateurs à la fin de cette interview. On va d'abord parler de 2020. 2020, ça a été notamment pour vous l'élection à la tête de la mairie de Bitche, mais dans un contexte évidemment très particulier. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience nouvelle ? Alors 2020, c'est évidemment l'élection, avant tout dans un contexte inédit, particulier, mais c'est aussi la mise en application et la mise en œuvre de nos premiers projets, des projets de programme, comme l'acquisition et l'installation de défibrillateurs, et puis une dotation de nos écoles en équipement numérique, avec le soutien de l'État et de la DETR, mais c'est également l'application de nos actions en matière d'animation culturelle, un espèce d'entre-deux, entre le mois de juin et le mois de septembre, octobre, où c'était un petit peu plus compliqué. Et puis aussi la mise en application et les actions menées dans le domaine de l'environnement, du cadre de vie et de l'amélioration de la propreté de notre ville. Et puis 2020, c'est aussi in fine
la ville de Bitche qui est retenue, qui est élue dans le programme Petite Ville de demain et qui va nous permettre de décliner sur 2021 des projets, de les adapter, de les mettre en œuvre et de les réaliser. Et vous avez aussi impulsé déjà depuis votre élection en 2020 un fonctionnement finalement très participatif. Quelles sont les premières réalisations à ce titre? De quoi êtes-vous fier? Alors dans le cadre de la démocratie participative, il était effectivement important, c'était un volet de notre programme, c'était une volonté de faire participer la population. Ça s'est un petit peu atténué depuis le mois d'octobre, compte tenu du contexte, mais nous avons mis en place les référents de quartier et différents comités consultatifs que nous associons et que nous souhaitons associer encore davantage. Et on espère bien évidemment tous sortir rapidement de cette crise pour les associer à nos projets. Alors justement, les projets 2021, quels sont-ils ? Les projets 2021, ce sont des projets qui ont déjà été engagés pour partie par l'ancienne municipalité, il faut le dire aussi, donc les travaux de restauration de la citadelle, qui ont été stoppés pendant 3 années et grâce à la Fondation du patrimoine qui vont pouvoir reprendre dès 2021. Mais ce sont aussi la poursuite du programme et de la rénovation du centre-ville qui est très importante, qui va vraiment apporter une plus-value pour la ville. Alors on a cette définition, nous, la nouvelle équipe, de l'étendre, de l'élargir un petit peu. Ce sera un projet d'amplitude, mais effectivement qui va être marqueur à la fois pour la ville et pour le territoire. Puis il y a des choses qui sont moins visibles, mais qui sont néanmoins nécessaires pour la sécurité des biens et des personnes. Ce sont les changements, les modifications qu'il faut apporter à nos bâtiments communaux et on va profiter du plan de relance et de la loi de finances pour effectivement aller sur le volant de la rénovation thermique et du développement durable pour changer par exemple des chaufferies dans nos écoles ou à la mairie. Alors il y a beaucoup de participatifs, il y a du travail d'équipe, il y a des leviers d'action pour mener tout ça à bien. Mais vous, personnellement, de quel centre-ville rêvez-vous pour Bitche ? Moi, je rêve d'un centre-ville nouveau où les services seront en ville, parce que je crois beaucoup au maintien des services en ville. Donc on aura une projection effectivement, ce qui est en train de se construire, je vous le dis aujourd'hui, notamment au niveau de la maison de santé. On va agréger de nouveaux médecins, des médecins de Bitche, un site qui va lui aussi apporter une plus-value, donc on est en train de travailler là-dessus. Le centre-ville dont je rêve, c'est celui où tout le monde se sentira à l'aise. On aura effectivement cette proximité, un centre-ville dynamique, avec une redynamisation de l'activité commerciale, artistique. On va apporter un élément de culture, vous l'avez dit vous-même dans le reportage préalablement, notamment au travers de cette microfolie, aussi au travers de la galerie d'art. C'est important aussi d'apporter cet élément culturel. Et puis le magasin des producteurs, qu'on va donc ramener les circuits courts en ville, et puis aussi un peu de tourisme. Alors d'un côté, il y a plein de projets, d'un autre côté, il y a la réalité. Alors il y a toujours la réalité financière dans les cas de projets. À Bitche, il y a aussi la réalité démographique. A priori, la ville va passer sous la barre des 5000 habitants. Ça vous touche, ça vous gêne, vous le vivez comment ça ? Ça me touche bien évidemment, ça me gêne aussi, mais c'est un défi. Et donc ça fait partie du challenge de redonner cette reprise à la fois démographique et cette dynamique nouvelle pour la ville. Donc c'est l'enjeu, l'ambition. Et c'est comme ça que je pourrais considérer dans 6 ans qu'avec mon équipe, on aura réussi notre mandat. On fait comment pour faire revenir des habitants, pour en attirer des nouveaux ? On essaie de redynamiser par exemple l'écolotissement, donc on lui donne une nouvelle définition. On essaie de, grâce au programme Petite Ville de demain, de rénover l'habitat dégradé, donc de remettre au goût du jour effectivement nos rues au pied de la citadelle qui sont de belles rues, de beaux endroits, et puis on essaie d'apporter du service et de l'activité à la population. Et puis une vie associative qui, au demeurant, reste un petit peu en sommeil forcément compte tenu de la crise, mais il est important aussi, et la ville de Bitche soutient ces associations pour que cette dynamique associative renaisse dans les meilleurs délais bien évidemment. Alors dans ce contexte et avec tous ces beaux projets, quels sont les vœux que vous exprimez aux Bitchois et de manière plus générale à l'ensemble des téléspectateurs de Mosaïque Cristal ? De manière plus générale, tout d'abord ce sont bien évidemment des vœux de santé, des vœux de bonheur et de réussite aussi, des vœux de paix, des vœux de solidarité, parce que la solidarité sera importante, elle est plus importante aujourd'hui que jamais, je le conçois ainsi. Et puis j'ai une attention particulière aussi pour nos commerçants, des vœux de relance pour nos entreprises, pour les associations, ainsi que je l'ai dit. Et puis une expression forte pour notre jeunesse, afin qu'elle puisse retrouver les parcours éducatifs pleinement et sereinement, parce que c'est notre jeunesse qui fait la construction de notre société et je pense qu'elle est un petit peu malheureuse en ce moment, donc c'est à elle que je pense particulièrement.
Eh bien, merci pour eux et merci beaucoup Benoît Kieffer d'avoir été notre invité en direct sur Mosaïque Cristal aujourd'hui. Demain, c'est David Suc qui s'exprimera en tant que vice-président du département de la Moselle. Très bonne journée à tous, à demain.